Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on voit vraiment partout dans le monde professionnel, le marketing de soi, ou le fameux personal branding. C'est une véritable feuille de route en fait. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut construire sa marque pro pour qu'elle soit à la fois percutante et surtout authentique. On va voir que c'est pas juste une histoire de promo, c'est une vraie stratégie. Tout à fait. Et d'ailleurs, le point de départ de toute cette réflexion, c'est un changement de perspective assez radical. Si on ne devait retenir qu'une chose, je crois que ce serait celle-là. Le personal branding, ce n'est pas parler de soi. Ah bon ? Non. C'est servir son audience. D'accord. C'est un renversement complet de la logique habituelle. On arrête un peu de se regarder le nombril pour se demander comment est-ce que je peux être utile aux autres. C'est ce fil rouge qu'on va tirer tout au long de notre discussion. Ok, donc l'idée c'est que pour bien parler de soi, il faut d'abord parler des autres. C'est ça le paradoxe ? Pour explorer ça, on va suivre le cheminement qui est proposé. On va commencer par le plus difficile, se regarder un peu dans le miroir, comprendre ce qu'est cette marque personnelle et pourquoi c'est devenu si important. Et une fois qu'on saura un peu mieux qui on est, alors seulement on pourra regarder vers l'extérieur pour trouver sa place. Et enfin, on verra comment transformer tout ça en une histoire qui crée une vraie connexion. C'est un sacré programme. Bon, on y va. Alors, commençons par la base. La définition qu'on trouve au début, elle est assez simple. Le marketing de soi, c'est appliquer les stratégies marketing d'un produit, À soi-même. voilà, à soi-même. Le but, c'est de se différencier, ça c'est clair. Mais juste après, il y a une nuance qui vient tout chambouler. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On nous dit noir sur blanc, le personal branding n'a rien de personnel. C'est une phrase qui peut sembler complètement contradictoire, mais c'est le cœur de la méthode. Attendez, comment ça, rien de personnel ? Le mot personnel est littéralement dans le titre. Ça n'a aucun sens à première vue. C'est juste une formule choc ou il y a une vraie idée derrière ? Il y a une idée très très profonde. Ça veut dire que le point de départ de la démarche, ce n'est pas vous, c'est votre écosystème, votre réseau, vos clients, vos collaborateurs. D'accord. La question centrale, c'est pas « qui suis-je ?», mais plutôt « de quoi les autres ont-ils besoin et comment, moi, je peux y répondre ?» Il y a une citation qui résume parfaitement cette philosophie. Le personal branding, c'est l'art de donner avant de recevoir. Ah oui ? L'objectif n'est pas l'autopromotion, mais de devenir une ressource fiable, une référence. On ne cherche pas à être populaire, on cherche à être utile. Je vois beaucoup mieux. C'est un changement de posture en fait. Et concrètement, si on adopte cette mentalité, quels sont les bénéfices ? Le premier, c'est que ça force à prendre conscience de ses propres talents, un exercice qu'on fait jamais en fait. C'est vrai. Le deuxième, c'est que ça donne de l'assurance. Forcément, si on sait sur quoi on s'appuie. Troisièmement, ça renforce l'impact professionnel. Et enfin, ça accroît la visibilité. C'est un cercle vertueux. Exactement. Et le point de départ de ce cercle, c'est un diagnostic personnel, une phase d'introspection. Mais c'est pas juste une introspection vague, c'est très guidé. On trouve une série de questions vraiment pertinentes. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, sur les forces. On ne nous demande pas juste en quoi êtes-vous bon, mais quelles compétences vous différencient vraiment sur votre marché. La nuance est énorme. Énorme. Sur la crédibilité, la question est tout aussi fine. Comment parler de ses réussites sans paraître arrogant ? Et ça va même jusqu'à la posture physique, en rappelant que le corps parle autant que les veaux et que les 30 premières secondes Ah oui, j'ai vu ça. sont capitales. C'est un audit à 360 degrés de soi-même. Et pour structurer tout ça, on nous propose un modèle visuel assez puissant. Les 3 cercles concentriques. C'est un outil pour trouver sa cohérence. Le premier cercle, c'est moi. Mes forces, mes moteurs, ce qui me fait lever le matin. Le deuxième, les autres. Comment je suis perçu, comment je crée du lien. Et le troisième, le monde. L'impact que je veux avoir, la trace que je veux laisser. Ce modèle est intéressant, mais est-ce que ce n'est pas un peu abstrait ? Comment on remplit concrètement le cercle les autres, par exemple ? On fait un sondage auprès de ses collègues en leur demandant « Alors, vous me percevez comment ?» Ça semble un peu délicat. C'est une excellente question. L'idée, je pense, c'est pas tant de faire une enquête formelle que d'adopter une posture d'écoute active. Concrètement, ça veut dire quels sont les retours que je reçois le plus souvent ? Pour quel type de problème les gens viennent me voir spontanément ? D'accord. Quand un ancien manager me recommande, quels mots il utilise ? C'est une collecte d'indices en fait. Ce modèle nous force à sortir de notre propre tête pour comprendre que notre identité pro,
Elle n'existe que dans l'interaction. C'est la fondation sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose de solide. D'accord. Donc, on a fait ce travail d'introspection, on a cette carte d'identité professionnelle plus claire, mais une carte d'identité, ça sert à rien si elle reste dans le portefeuille. La question logique qui suit, c'est comment on la présente au monde? Comment on trouve le bon endroit pour la montrer? C'est la transition parfaite vers la deuxième grande partie, se positionner. Une fois le travail interne fait, on passe à l'externe. Et là, la démarche est très structurée. D'abord, on analyse son marché. Ensuite, on se positionne, c'est-à-dire qu'on définit son expertise, sa valeur ajoutée. Et enfin, On communique. on communique. Et au cœur de tout ça, il y a un concept clé, la niche. Ah oui, la niche. La définition qui en est donnée, je la trouve lumineuse de simplicité. La niche, c'est là où votre expertise rencontre votre public. C'est simple et efficace. C'est l'intersection parfaite. Pour la trouver, on nous propose de croiser deux éléments. D'un côté, la thématique, les sujets qu'on maîtrise, les problèmes qu'on adore résoudre. De l'autre, l'audience, les personnes qu'on veut aider, leurs besoins, leur langage. Trouver sa niche, c'est trouver sa zone de légitimité. Pour rendre ça plus concret, imaginons un comptable. Sa thématique, ça pourrait être la fiscalité pour les indépendants. C'est déjà plus précis. Oui. Son audience, ce sont les créatifs, graphistes, rédacteurs, qui sont souvent allergiques à l'administratif. Sa niche, c'est l'intersection. Il devient le comptable qui simplifie la vie des freelances créatifs. Et d'un coup, il n'est plus un comptable parmi d'autres. C'est un excellent exemple, et ça illustre parfaitement une phrase que j'ai trouvée très forte dans l'analyse. Mieux vaut être reconnu par peu, mais fortement. Ah oui, je l'ai noté aussi. Ça va totalement à l'encontre de la course au like et à la visibilité à tout prix. Mais c'est un peu contre-intuitif, non? À l'ère de millions de followers, on nous dit tout le temps qu'il faut viser le plus large possible. C'est pas un peu risqué de se spécialiser à ce point, surtout quand on débute? C'est le paradoxe. En voulant plaire à tout le monde, on ne marque personne. En se concentrant sur une niche, on devient la solution évidente pour un groupe de personnes bien définies. C'est là qu'on construit une vraie influence. Et cette influence repose sur une formule, les 4 V. Valeur, vision, valeur ajoutée et visibilité. Quand ces 4 éléments sont alignés, ils créent une équation puissante. Authenticité, plus cohérence, plus pertinence, est égale à influence. C'est une philosophie inbound. On n'interrompt pas les gens pour se vendre, on crée un contenu et une posture si utile que les gens viennent à nous. Comme le dit la formule, apportez de la valeur avant de chercher à vous vendre. Ok, donc le puzzle se met en place, on a défini qui on est avec l'introspection, on a trouvé notre place avec la niche, il ne reste plus qu'à prendre la parole. Et c'est le dernier volet, peut-être le plus visible, la communication. Et là, on nous présente 2 outils qui sont souvent confondus, mais qui sont très différents, le copywriting et le storytelling. Oui, et la distinction est fondamentale. Le copywriting, c'est l'art de convaincre. Il s'adresse à notre cerveau rationnel. Et la logique. Exactement. Son but, c'est de faire agir maintenant. Il suit souvent la fameuse structure AIDA. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. C'est du texte court, percutant, orienté résultat. C'est le quoi et le comment. Et de l'autre côté, il y a le storytelling. Lui, il ne s'adresse pas à la raison, mais à l'émotion. Son but n'est pas de faire agir immédiatement, mais de faire ressentir, de créer une connexion durable. Sa structure est narrative, souvent en 3 actes. Situation de départ, tension, résolution. Le storytelling, c'est le pourquoi. J'aime beaucoup la formule qui est proposée pour les distinguer. L'un attire, l'autre attache. C'est exactement ça. Le copywriting, c'est le plan pour aller à une destination. Le storytelling, c'est la musique qu'on écoute pendant le trajet. L'un est fonctionnel, l'autre crée le souvenir et l'émotion. Et c'est cette émotion qui fidélise. C'est fou, comme cette idée de Simone Sinek, les gens n'achètent pas ce que vous vendez, ils achètent pourquoi vous le vendez. Et simple, mais elle change absolument tout. Spontanément, on a tendance à lister nos compétences, le quoi, ou nos méthodes, le comment. Mais on parle rarement du pourquoi. Et pour montrer la différence de puissance entre un fait et une histoire, il y a un autre exemple de Sinek qui est très parlant. Il compare 2 choses. D'un côté, le chiffre, 600 000 morts du Covid-19. C'est un fait tragique, mais c'est abstrait. C'est trop grand pour être ressenti. Exactement. Et de l'autre côté, l'histoire d'une seule personne qui a perdu un proche. Et là, l'émotion est immédiate, viscérale. La conclusion est sans appel. On se souvient d'une personne, pas d'un nombre. Les faits informent, les histoires transforment. Il y a aussi 2 conseils très pratiques sur le storytelling que j'ai trouvé géniaux. Le premier, c'est que le héros de l'histoire, ce n'est pas nous,
Ah. Le héros, c'est notre audience. Le client avec son problème, le recruteur avec son besoin. Nous, on est le guide, le menteur. On est Yoda, pas Luke Skywalker. C'est un sacré changement d'ego, ça. On a tous envie d'être le héros de notre propre histoire. Mais en fait, on doit se positionner comme celui qui aide le vrai héros à réussir sa quête. C'est très puissant comme posture. Et le deuxième conseil, c'est l'authenticité. Il y a cette phrase en anglais « Be real, not perfect ». Oser partager les coulisses, les doutes, les échecs, les apprentissages, c'est ce qui rend humain et ce qui crée la confiance. La perfection est intimidante, la vulnérabilité est attachante. Et si on applique ça concrètement à une plateforme comme LinkedIn, on voit bien comment les deux s'articulent. Le copywriting va structurer le message. Un titre accrocheur, des points clairs, un appel à l'action. Par exemple, 3 erreurs à éviter pour... C'est efficace, oui. C'est efficace. Mais le storytelling va humaniser tout ça. Au lieu de dire « je suis expert en gestion de projet », on va raconter l'histoire d'un projet qui a failli dérailler et comment l'équipe l'a sauvé. On ne vend pas une compétence, on partage une expérience. Et c'est ça qui crée le lien entre moi, l'audience et l'offre. Pour résumer notre exploration, le marketing de soi, c'est vraiment un parcours qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence par une introspection pour répondre à qui je suis, ça continue avec une stratégie pour définir où est ma place, et ça se termine par une communication authentique pour savoir comment je raconte mon histoire. Et le fil rouge qui relie tout ça, c'est cette idée qu'on a posée au début. Pour bien se positionner, il faut d'abord être au service des autres. En fait, la finalité de tout ça, c'est de devenir le manager de sa propre carrière. Le monde du travail a changé. Être bon dans son domaine, ça ne suffit plus. Être bon ne suffit plus, il faut le faire savoir. Exactement. Mais pas n'importe comment, en restant fidèle à soi-même. La conclusion est parfaite. Le marketing de soi, c'est se vendre sans se trahir. Au final, la marque personnelle, c'est tout simplement ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est cette réputation qu'on construit, interaction après interaction. Et pour finir, il y a une idée qui est effleurée à la toute fin de la présentation et qui ouvre une porte. Fascinante et un peu vertigineuse. On y mentionne la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle comme un co-auteur pour nous aider à structurer nos histoires. Il est bien précisé que l'IA ne remplace pas l'émotion humaine, mais qu'elle peut l'amplifier. Ça me fascine et ça m'inquiète un peu en même temps. Et ça soulève une vraie question pour l'avenir, à mesure que ces outils vont se perfectionner. Comment pourra-t-on préserver une authenticité véritable ? Où se situera la frontière entre l'amplification d'une histoire sincère et la fabrication d'une connexion totalement artificielle ? C'est une réflexion qu'on laisse ouverte.